On voit donc que certains apprentissages primaires ou secondaires sont susceptibles d'influencer de manière forte et parfois définitive l'expression des personnalités. Mais qu'en est-il des apprentissages qui viennent ensuite, tels que ceux qui sont prodigués par exemple par un éducateur ou un conducteur averti à un chiot de plus de 3 mois? À mon avis, mais c'est mon expérience personnelle, ces apprentissages n'ont pas d'effet ou ont un effet très limité sur l'expression des personnalités. En effet, la bonne éducation d'un chiot lui permet de partager avec notre espèce un vocabulaire commun et des codes de bonne conduite. Si je vis dans un pays de langue anglaise et que je ne sais pas cette langue, il est à prévoir que ma vie sera plus ou moins difficile. Si j'apprends l'anglais, je vivrai plus facilement, mais cela n'aura aucun effet sur ma personnalité. Le chiot qui apprend le vocabulaire et les codes humains vit plus facilement avec nous, il nous comprend plus facilement, il s'intègre plus facilement dans notre société, ça c'est vrai, mais cet apprentissage n'a pas d'effet réel sur sa personnalité, sur l'expression de sa personnalité. L'éducation ne change pas en profondeur les personnalités, elle agit beaucoup plus sur la surface que sur le fond. Reconnaître à un animal une personnalité propre, c'est aussi considérer avec la plus grande humilité, avec la plus grande modestie, mais aussi beaucoup de prudence, toute approche éducative. On peut apprendre à un animal à partager nos règles et nos jeux, à condition toutefois qu'il le souhaite. Mais on ne peut pas faire que cet animal devienne autre chose que ce qu'il est. Maintenant, une question se pose. Comment concilier l'acceptation, formule animale, douée d'une personnalité propre, avec les principes mécanistes du conditionnement tels que la loi de Thorndike, etc., des renforcements et autres concepts que le shaping. Vous avez deux façons de considérer l'animal, soit il est doué d'une personnalité propre et il fait des choix, il prend des décisions, ou bien alors vous le considérez comme un animal que vous pouvez complètement conditionner avec des renforcements ou des méthodes comme la méthode du shaping avec le click training. Vous vous souvenez, je pense que le shaping a été inventé et mis au point par Skinner. Les défenseurs de ces principes anglo-saxons diront que les inventeurs les considéraient comme opérants pour toutes les espèces, la nôtre y compris. Maintenant, pour être tout à fait franc, ça m'inquiète plus que ça me rassure. Si ces gens-là pensaient réellement qu'ils pouvaient conditionner l'espèce humaine et qu'on pouvait faire aux humains ce qu'on voulait. Il est évident que dans certains cas, on se pose la question de savoir si ce n'est pas un peu vrai. Bon. Mais d'un autre côté, vous savez aussi que nous pouvons réfléchir, prendre des décisions de façon indépendante et avoir une personnalité propre. Ce que l'on peut en conclure en revanche, c'est que si je répugne avoir appliqué certaines méthodes de conditionnement ou certains principes à l'espèce humaine, je n'ai désormais plus aucune raison de ne pas étendre ces sentiments à l'ensemble des animaux, mon chien et le vôtre y compris. Je m'explique, ou bien je crois que l'on peut et que l'on doit conditionner les individus de l'espèce humaine pour qu'ils aient les comportements souhaités, ou bien je ne crois pas ça, mais si je ne le crois pas pour l'espèce humaine, je ne dois pas non plus le croire pour les animaux. Vous comprenez mieux, et moi aussi, pourquoi je vous disais répugner souvent à acheter mes amis canins avec des récompenses, fussent-elles pompeusement rebaptisées renforcement. Prudence donc, voilà les béquilles, prudence et modestie, voilà les béquilles que nous ne devrions jamais quitter quand nous essayons d'observer et de comprendre le monde animal. C'est que le plus souvent, nous sommes souvent incapables de mesurer toutes les conséquences de nos actes. Et je vais vous donner un exemple très intéressant. Les personnes qui ont capturé de jeunes éléphants des personnes ont capturé de jeunes éléphants pour les transplanter dans des nouveaux espaces
Et ces gens-là étaient animés des meilleures intentions. Ils pensaient que les nouveaux espaces dans lesquels ils implantaient ces jeunes éléphants eh bien, leur permettraient un meilleur développement, que le terrain était plus propice, etc., etc. Elles voulaient le bonheur des animaux. Mais comme elles ignoraient tout de l'intensité de la vie sociale des éléphants et du rôle joué par les vieux, surtout les vieilles femelles, dans l'éducation des jeunes animaux, eh bien, elles ont produit des monstres, littéralement des monstres. Si on prend un jeune éléphant et qu'il n'a pas subi ou suivi une éducation longue et progressive faite par les femelles du groupe, les vieilles femelles du groupe, eh bien, ce jeune éléphant qui n'est pas éduqué, eh bien, ça l'a produit des monstres, des animaux qui cherchent à s'accoupler, par exemple, avec les femelles d'autres espèces, et qui donc les tuent, ou bien qui chargent les humains, etc., etc. Ce sont de vrais délinquants. Ces jeunes éléphants qu'on a transplantés trop jeunes dans d'autres espaces où ils n'ont plus de lien social, eh bien on en fait des délinquants. Dans certaines régions d'Amérique, grâce à la protection de l'homme, les cerfs, les élans n'ont plus de prédateurs. Les cerfs, les élans, dans certaines réserves d'Amérique, ils n'ont plus de prédateurs, il n'y a plus de loups, il n'y a plus d'ours. Est-ce qu'ils vont bien pour autant ? Eh bien, pas du tout. Tous présentent ce que l'on appelle un syndrome de dégénérescence chronique. Et l'on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il conviendrait de faire pour préserver les élans et les cerfs de ces régions. Du fait qu'ils n'ont plus de prédateurs et qu'ils n'ont plus de raison d'avoir peur et d'avoir du stress, eh bien ils dégénèrent. Et on ne sait pas quoi faire pour changer ça, à moins de réintroduire dans leur environnement ce qu'on avait enlevé pour les protéger, c'est-à-dire des loups et des ours. Exemple encore, certaines espèces sont prétendues disparaître du fait que nous investissons de façon excessive leur habitat naturel. Mais parfois ce n'est pas la bonne explication de leur disparition, mais bien plus encore l'anxiété générée par la modification de leur environnement. Exemple, le professeur anglais Glenn Albrecht a créé le mot solastalgia pour décrire le désarroi lié à la transformation du milieu de vie et la disparition du sentiment d'appartenance. Tiendrions-nous la clé du mystère de tant d'espaces disparus et, par exemple, ne serait-ce pas là l'explication de la disparition de Néandertal, je vous le rappelle, toujours à ce jour inexpliquée. Quand j'étais jeune éducateur canin, il y a de cela fort longtemps, je le reconnais, j'avais l'ambition d'inculquer à tous mes élèves à quatre pattes les mêmes savoirs et les mêmes comportements, sans beaucoup tenir compte de la réalité de l'environnement de chacun d'eux et des attentes spécifiques de cet environnement à leur égard. Mon approche aujourd'hui est beaucoup plus prudente et beaucoup plus modeste. J'ai par exemple découvert que dans de nombreux cas, un comportement que je jugeais inapproprié ne l'était pas au sein de l'environnement dans lequel vivait l'animal. Ce que je jugeais moi être un comportement inapproprié, eh bien ne l'était pas dans la famille dans laquelle l'animal évoluait. De la même manière, j'ai compris que certains procédés qui pouvaient paraître cruels dans certaines circonstances étaient parfaitement adaptés dans d'autres. Exemple. Comme tout le monde, et parce que c'est la mode, je suis en principe opposé à l'usage de colliers étrangleurs, surtout s'ils sont munis de pointes. Et pourtant, il m'est arrivé de recommander un tel appareil à une dame au physique trop frêle, tombée amoureuse d'un jeune chien beaucoup plus fort qu'elle. On me dira que le couple n'était pas assorti ? Ah, comment savoir ? Le fait est que le jeune chien aimait au moins autant la dame qu'il était aimé d'elle, et je suis persuadé pour ma part qu'il eût de beaucoup préféré son collier au risque de blesser par sa jeune impétuosité son ami.